Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire proposé par BSF et Tralalaire. Je suis Marie-Caroline, donc je suis animatrice formatrice au sein des Voyageurs du Code et je suis Aurélien, également animateur formateur sur le programme des Voyageurs du Code chez Bibliothèques sans frontières. Donc avant d'aborder notre sujet du jour, qui est donc la donnée, je voudrais vous faire part de quelques nouvelles de la plateforme Code des Codes, qui, comme certains le savent, peut-être est à présent sous sa forme V2. Donc je vous invite à y faire un petit tour. Je vais vous la montrer. Voilà. Une fois que vous êtes connecté, vous avez donc accès gratuitement donc, aux applications et au partage de jeux. Donc ça, ce sont les options qui restent gratuites. Sont payantes en revanche, tout ce qui va être parcours et accompagnement pédagogique. Donc ça va être ce qu'on appelle le service premium. Donc tout ce qui est formation, parcours, vidéo, etc. Ça, c'est payant par contre. Donc vous allez trouver tout ça sur la plateforme. Et donc notre petite application Data des Codes est gratuite. Elle se présente comme ceci. Donc c'est quelque chose de plus agréable à regarder que ce qu'on avait avant. Vous avez l'onglet créer, où là vous avez accès à une interface texte dans laquelle vous pouvez taper votre petit texte qui va être à modifier. Ici, ça va être la partie base de données, parce que je rappelle que Data, en fait, est un outil qui vous permet d'aborder les données et les métadonnées, notre sujet du jour. Vous pouvez scinder votre écran en deux et vous pouvez coder en bloc. Donc ça, c'est la grande nouveauté de la V2 qui va permettre, comme dans Scratch, de coder en bloc. Voilà. Et vous pouvez, hop, dès le dernier onglet, vous pouvez complètement transformer votre écran en zone de code. Vous pouvez aussi convertir en script, comme avant, une zone script à écrire, donc manuellement cette fois-ci, c'est pas en bloc code, et vous avez évidemment la codothèque, comme avant, ici, donc en mode script et en mode bloc. Si vous le désirez, on pourra faire un webinaire un peu plus long sur cet outil-là. Et je vais laisser la parole à Aurélien qui va vous parler donc des données. Oui, alors du coup, nous, on va voir les données et les métadonnées. Autour de vous, vous avez sans doute déjà entendu parler des données, des métadonnées, de big data. On en parle beaucoup, souvent, mais beaucoup se demandent ce que sont les données, comment elles fonctionnent et concrètement, qu'est-ce qu'elles impliquent. Aujourd'hui, on va vous proposer d'aborder ces questions. Une donnée et une métadonnée, qu'est-ce que c'est ? Lorsqu'on parle de données, il apparaît deux choses. Et pour bien comprendre, il faut différencier la donnée et l'information. Une première définition de la donnée serait de dire que les données sont ce qui permet d'avoir de l'information. Par exemple, lorsque vous répondez à un enquêteur dans la rue, celui-ci collecte des données pour avoir des informations. Avec l'arrivée du numérique, la donnée englobe une seconde définition. La donnée est constituée d'informations lisibles par l'ordinateur. Cette fois, par information, on pourrait presque entendre instruction. Une information devient une donnée, ou une entrée, à partir du moment où on considère une approche de stockage de l'information. Un ordinateur ne fonctionne que de façon binaire. Il a besoin de signaux pour fonctionner. Ces signaux s'articulent de 0 et de 1. On appelle ça un bit. Et un bit est l'unité élémentaire de représentation des données. Pour l'ordinateur, une donnée est une succession de bits. C'est-à-dire que lorsque vous postez une image, il ne prendra pas l'image en tant que telle, mais va la traduire en données. C'est-à-dire en un ensemble d'informations qui lui permettra de reproduire cette image. De combien de pixels est-elle constituée? De quelle couleur? Sur quelle taille va-t-elle s'étendre? Etc. La donnée ici est constituée d'informations traduisibles pour l'ordinateur. Pareil lorsqu'il va jouer un son. Il s'agit d'un ensemble d'informations sur la fréquence, le temps, etc. Bref, une donnée qui, une fois traitée par l'ordinateur, pourra prendre la forme d'un son. Mais lorsque je navigue sur le web, j'ai accès à des multitudes de données. Je lis un texte, je regarde une vidéo, j'écoute un son. Vous l'aurez compris, sur le web, tout est affaire de manipulation de données. Mais alors, comment s'orienter parmi cette foule de données? Le web s'apparente finalement à une gigantesque bibliothèque dans laquelle on stocke une infinité de choses. Et bien, comme dans toute bibliothèque, on aura des étiquettes attachées à nos contenus pour pouvoir les retrouver simplement. Ces étiquettes, ce sont les métadonnées. Les métadonnées, ce sont les informations attachées à une donnée. Par exemple, si je prends une photo avec mon portable, ma photo, cette donnée,
sera accompagné de métadonnées, comme la date à laquelle j'ai pris la photo, le lieu, le format de l'image, l'appareil avec lequel elle a été prise. Pour illustrer tout ça, je vous propose un exemple de tous les jours. Lorsque vous envoyez une lettre, la donnée est l'ensemble des éléments qui constituent votre lettre. Le papier, l'encre, le texte, etc. Les métadonnées sont toutes les informations qui permettent à votre lettre d'arriver à bon port. L'adresse, le destinataire, l'expéditeur, la date, etc. Voilà un exemple qui illustre ce qu'est la donnée informatique. Mais concrètement, comment sont utilisées nos données? Et quelles sont leurs importances? Pourquoi entend-on parler autant de données? Et en quoi les données sont-elles si importantes? Pour commencer, et très simplement, le web s'anime grâce à un échange permanent de données entre les internautes. Lorsque je publie sur un blog, un site ou les réseaux sociaux, un texte, une vidéo, une photo ou toute autre chose, je ne suis pas à l'abri que quelqu'un d'autre vienne réutiliser mes contenus et les données qui leur sont propres, pour un site, pour son propre blog, etc. Ça marche dans les deux sens. De la même manière, je peux réutiliser ce que je trouve sur le web. Et je suis sûr que vous avez même déjà repartagé vous-même une photo sur Facebook, recopié un texte sur Wikipédia ou autre. Un moteur de recherche se base sur des stratégies d'indexation et d'algorithmes de classement des données. L'indexation permet d'organiser des informations extraites à partir de données du web, afin de pouvoir trouver avec efficacité les meilleures réponses à toute requête. Les moteurs de recherche se doivent d'évoluer constamment à tout niveau. Collecte des données, indexation, analyse sémantique et classement des résultats, car les données sont très diverses et en croissance exponentielle. Ensuite, notre utilisation du numérique donne énormément de données, et cette fois, d'informations à qui sait les analyser. Des annonceurs peuvent récolter un certain nombre de données sur nos agissements en ligne. Ainsi, par un traitement intelligent de ces données, grâce à des algorithmes performants, ils peuvent obtenir des informations exploitables sur nos habitudes de consommation et nous proposer des produits adaptés à celles-ci. C'est comme ça que fonctionne la publicité ciblée. Lorsque vous rencontrez une publicité pour des chaussures, alors que vous en avez commandé la veille, ce n'est tout simplement pas un hasard. Mais reprenons l'exemple de la lettre de tout à l'heure. Ma lettre est ma donnée, mon enveloppe ma métadonnée. Si j'étais Sherlock Holmes, je pourrais tirer de votre lettre un certain nombre de données qui me donneront un certain nombre d'informations. Par exemple, je vois que votre écriture est tremblante et que le papier présente des traces de larmes. J'ai maintenant une information sur votre état sentimental lorsque vous avez écrit cette lettre. Je décèle des traces de rature. J'ai l'impression que vous avez utilisé un calepin et que vous vous y êtes pris à plusieurs reprises pour écrire votre lettre. Ici, nous avons des données propres à un enquêteur. Mais il ne faut pas s'y tromper. Sans analyse, ces données ne servent à rien. Il faut recouper et analyser plusieurs données de façon intelligente pour obtenir une véritable information. Les statisticiens se servent des données pour faire avancer un certain nombre de recherches. Par exemple, en 1854, le docteur Jon Snow, qui n'a aucun lien de parenté avec le personnage de Game of Thrones, relève un certain nombre de données afin de prouver le lien de causalité entre les pluies et la propagation du choléra. Mais il s'agit de distinguer la simple corrélation et le réel lien de causalité. C'est le travail des statisticiens. Et c'est le docteur Jon Snow qui pose les bases de cette méthode de travail. Car en effet, ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation entre les données qu'il y a forcément un lien de causalité. Les données, c'est ce qu'on en fait, et on peut finalement leur faire dire n'importe quoi, si le cœur nous en dit. Vous pouvez voir par exemple sur le tableau, c'est un site, vous avez l'adresse, on vous le remontrera à la fin du webinar. C'est un site qui s'est amusé à recouper des données qui ont des courbes similaires, mais dont les informations sont totalement... il n'y a aucune corrélation entre les informations. Donc ici, par exemple, on a le nombre de personnes qui se sont noyées en tombant dans une piscine et qui est mis en exergue avec le nombre de films où apparaît Nicolas Cage, l'acteur. Vous voyez ? Donc c'est pour vous montrer la stupidité parfois quand on recoupe certaines données. Maintenant, on va voir la place que prend la donnée. Vous l'aurez compris, les données sont partout. En 2014, de grandes institutions telles que le MIT déclarent que le big data
est un des grands défis numériques de la décennie. Pour reprendre la définition offerte par l'exposition Teradata à la Cité des Sciences, qu'on vous conseille au passage et dont on va également reparler à la fin du webinaire, le big data désigne un très grand nombre de données, structurées ou non, et dont le très grand volume requiert des outils d'analyse adaptés. Cela se réfère surtout à la gestion et à l'analyse des grandes masses de données, avec des logiciels spécifiques et des moyens matériels massifs eux aussi, le data center. La croissance exponentielle des données est telle que des métiers directement liés à celles-ci émergent. Aujourd'hui, on trouve des data scientists, data analysts, data brokers, architectes big data, tout un tas de métiers qui résultent de l'émergence des données au fil du temps. D'autres métiers existants se voient aussi modifiés par l'émergence du phénomène. On parle de data journalisme, par exemple. Aujourd'hui, un journaliste web se doit de constituer une base de données avant d'approfondir un sujet quelconque. Nous sommes donc en plein dans le phénomène du big data. Mais concrètement et physiquement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, encore une fois, le web est comme une gigantesque bibliothèque. Nous avons vu que tout ce qu'on y trouvait était de la donnée, qu'on pouvait les identifier grâce aux métadonnées et qu'on pouvait servir de toutes ces ressources, mais aussi de l'utilisation qu'on avait de ces ressources pour obtenir un certain nombre d'informations exploitables ou non par différents corps de métiers émergents. Mais une bibliothèque, ça prend de la place. Et de la place, il en faut aussi pour toutes nos données. On va parler de data center ou de centre de données, espace physique dans lequel sont stockées toutes les données. En 2016, on parlait d'un volume mondial de données stockées de 4 zeta-octets. Juste pour vous donner une idée, il faut un bâtiment comme celui de la NSA pour stocker un zeta-octet. Vous voyez à quoi ressemble le bâtiment de la NSA et sa taille. Donc pour stocker toutes les données en 2016, il fallait 4 énormes bâtiments comme cela. Et pour ceux qui en auraient besoin, je pense qu'on va être nombreux, parce que moi aussi j'en ai eu besoin, on va vous présenter un tableau qui présente la mesure des octets. Vous pourrez trouver le lien de ce tableau dans le chat. Alyosha va vous l'envoyer ou l'a déjà envoyé. Juste pour vous montrer le ratio que représente un octet jusqu'à un zeta-octet et un iota-octet. Le iota-octet est à l'heure actuelle la valeur la plus grande. Un iota-octet égale 1000 zeta-octets. Voilà. Donc ça ne cesse d'augmenter. Si on devait résumer ce webinaire, on pourrait reprendre la définition de Dominique Cardon. C'est un sociologue et professeur à Sciences Po et Media Lab, et il est auteur du livre « À quoi rêvent les algorithmes? Nos vies à l'heure des big data », paru en 2015. Il dit « Une donnée, c'est à la fois un texte, une image, une vidéo, un son, mais c'est aussi un clic, des traces laissées par notre téléphone portable, la vitesse de lecture sur une liseuse électronique. C'est toute une série d'informations qu'on va ainsi rattacher à l'individu pour procéder à un certain nombre de calculs. Nos activités numériques engendrent et impliquent des données. Avec le temps, il y en aura de plus en plus, et nous devrons trouver de nouvelles solutions pour répondre à cette croissance. On espère que ce webinaire vous aura éclairé sur ce qu'est la donnée, sur son usage et sur ce qu'elle implique. Évidemment, on n'a pas pu tout dire en si peu de temps. Il reste encore énormément de points à aborder. Ce webinaire aura d'ailleurs un second chapitre au cours duquel on parlera plus des données liées à la sécurité. Un sujet complexe et vaste qui mérite un webinaire à part entière. Vous avez ici les notes et références. Donc on va vous montrer les différentes notes et références qu'on considère pertinentes. Ça, c'était le site de tout à l'heure sur les données qui n'avaient pas de lien entre elles et qui pourtant étaient concordantes. Voyez, ça peut être intéressant. On vous laissera regarder ça. Le lien pour l'expo Teradata à la Cité des Sciences, qui est donc du 4 avril au 7 janvier. Ça vous laisse un peu de temps, mais on vous la recommande vraiment fortement. Voilà. Et je rajoute une petite chose. Si des bénévoles souhaitent qu'on organise une sortie entre communautés VDC, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si c'est une sortie qui vous intéresse et une activité qu'on peut mettre en place aussi. Voilà. Et donc, on a aussi une vidéo sur le site du Monde. Donc, c'est comment les métadonnées permettent de vous surveiller. Donc, c'est expliqué en patate. Donc, c'est assez ludique. Ça dure quelques minutes et ça vous montre brièvement
comment, à travers notre navigation sur Internet, on peut être scruté au niveau de nos métadonnées. Et ça peut être une belle introduction pour notre chapitre 2 sur la sécurité des données qu'on fera prochainement. Et enfin, vous avez le travail de Jon Snow, tout à l'heure, dont on vous a parlé. Donc, c'est un site en anglais, mais je pense que vous pouvez traduire pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais. Voilà, c'est assez complet sur son travail, son œuvre. Et enfin, le site qui résume un peu ce que c'est la big data, le phénomène de big data. Ouais. Donc, c'est un peu d'informations complémentaires pour vous. Voilà. Ensuite, il existe pas mal de ressources pour ceux que ça intéresse, qui sont proposées justement en ce moment à la Cité des Sciences, donc encore on vous invite à y aller. Donc on a fait un petit tour à la bibliothèque la dernière fois, il y a plein d'ouvrages en ce moment du coup qui sont proposés par la Cité des Sciences et qui peuvent être intéressants pour compléter le sujet. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. On reste disponible évidemment soit par mail, soit cette vidéo sera disponible en replay. Vous pouvez très bien poser des questions en dessous dans les commentaires qui lui sont associés, on y répondra évidemment, et évidemment vous pourrez garder vos questions de côté pour y répondre au chapitre 2 de ce webinaire-là. Bonne soirée, au revoir.